Bah, écoutez, on y est. Webinaire, euh, épisode 1, saison 1. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Clémence Rettel et on est sur la première session, technique et partage, un webinaire. En attendant, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, je voulais vous dire pourquoi on a mis en place ce webinaire, qui est un parmi d'autres à venir. Je l'espère vraiment. Il y a pas de doute là-dessus. Euh, L'idée, c'est qu'on travaille beaucoup sur le terrain et proche de nos clients, de nos partenaires. Et c'est vrai à chaque échange, à chaque expérience, on apprend beaucoup de choses. Euh, et aussi souvent, on peut aussi se retrouver en face de problématiques similaires chez les uns, chez les autres. Euh, et du coup, notre envie pour nous, en tout cas, qui nous est chère chez Francine Ertage et Easy Inox aussi, Karine vous en parlera, c'est de pouvoir partager les expériences, partager le savoir-faire pour qu'on puisse tous en profiter. Donc j'espère pourra mettre en place, donc on va mettre en place une fois tous les 2 mois, je pense, des webinaires spécialisés, expertise. Là, on parle de la corrosion sur l'inox. On pourra parler de la cryogénisation et d'autres sujets. L'obturation, par exemple, c'est des sujets pour lesquels on se retrouve souvent à se dire, ah, mais on va en parler à tout le monde, comme ça on aura tous un petit peu euh, un savoir-faire de base et on saura sur quoi on peut échanger pour pouvoir avancer et vous aider au mieux. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a inventé ces webinaires, pour pouvoir partager avec vous la technique de manière gratos. J'insiste, parce que de nos jours, on a l'impression qu'on paye pour tout. Mais là, c'est pas du tout le but. Et puis, qui veut se connecter? Eh ben, avec plaisir. Et puis, on partage tous ensemble nos expériences. Voilà. Euh, je vais pour cette première session, donc corrosion inox. On est parti sur l'idée. Bon, nous on est spécialiste sur l'inertage, hein, sur Francine Ertage, et une rencontre avec Karine. Et on s'est dit, ce serait quand même top de pouvoir parler de la corrosion avec toi, Karine. Euh, Mhm. et je vais te laisser te présenter pour ce premier épisode sur la corrosion, qui est Karine, qui est experte en métallurgie et formatrice. Eh bien, merci Clémence. Donc, bonjour à tous. Euh, Effectivement, Easy Inox est une structure qui est chargée de formation, d'expertise et éventuellement même du soutien métallurgique, puisque ben, dans les boîtes, on a de moins en moins de métallurgistes. Donc, en fait, moi, j'ai une carrière effectivement plutôt axée sur la métallurgie et les aciers inox, puisque j'ai travaillé chez Vallourec dans sa partie pétrochimie. Et puis ensuite, je suis passée par le nucléaire. Et finalement, j'ai fait une carrière au CETIM pendant 25 ans où j'ai travaillé sur les expertises, les dégradations de différentes pièces avec quelques actions de formation. Donc, chez Easy Inox, on a effectivement eu envie de reprendre cela en faisant de l'expertise métallurgique, du conseil et des formations, puisque, ben, encore une fois, tu as entièrement raison, Clémence, le transfert d'informations, le transfert de retour d'expérience est, me semble-t-il, très important pour justement essayer de s'améliorer au quotidien et de diffuser cette parole sur la corrosion, les matériaux, l'inox, les aciers, les différences entre les désignations, etc. Et comprendre un peu mieux ce que l'IA va peut-être nous apprendre, mais pour le moment, on connaît encore un petit peu mieux qu'elle. Voilà. Oui, et Donc, on, c'est vrai que, pardon, à travers ce partage et cette première session de technique et partage, eh bien, j'ai effectivement accepté l'invitation pour évoquer un cas pratique que vous pourrez retrouver sur le site Easy Inox, parmi tant d'autres. Mais là, au moins, vous allez avoir peut-être la version avec le son. avec le son et avec échange. Juste pour revenir, Clémence Rettel, Francine Erta, je suis la gérante de la société. Euh, je vais dire, je m'amuse pour oser le dire, mais ce sont mes passions. J'entreprends dans l'industrie.
Donc, je crée des sociétés, j'en ai maintenant trois, qui soutiennent un peu mon expertise et comment j'aime porter des solutions auprès de mes clients qui ont des problématiques plus ou moins complexes. Et donc, ma première expertise, c'est l'inertage. J'ai aussi la cryogénisation de canalisation pour la maintenance industrielle. J'aime bien aborder l'entrepreneuriat et surtout dans l'industrie hors sentier battu. Donc, j'ai des approches ben, pas différentes, clairement différentes. Euh, et ça me permet de pouvoir appréhender des problématiques d'un autre angle. Ce qui m'a amené à innover avec deux innovations qui sont en cours de brevets France et internationaux. Voilà. J'aime, je suis leader, je dis, de mon groupe, puisqu'on est, on est 7 femmes au sein de mes sociétés. Et on a des sociétés qu'on appelle néo-entreprises. Donc c'est un nouveau style de business, je dirais, où on n'a pas des cases, on n'a pas des lignes hiérarchiques. On travaille tout en transparence et on est plus en mode mission, projet collectif où chacun peut trouver sa place en fonction de ses envies du jour ou du mois et en fonction de ce qu'il aime faire. Voilà. Donc c'est une structure très souple et très ouverte. On aime jouer à travailler. Voilà. Donc ça c'est aussi ce qui soutient tout ça, c'est le partage de la connaissance de manière ouverte. Voilà. Donc cas concret et on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une idée rapide, enfin rapidement, l'idée c'est de se tenir juste pour 20-25 minutes sur les sujets de la corrosion. Karine nous parle de son cas concret. J'y reviens aussi avec une approche inertage et aussi soudage pour vous pointer du doigt un petit peu la problématique, ses conséquences et surtout comment on aurait pu y remédier pour ne pas se retrouver dans cette configuration. Après, on ouvrira questions-réponses, hein, donc faut pas hésiter si vous avez des questions à nous poser. Et puis on rassemblera ensuite les éléments pour conclure. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre dans le chat des petites interventions si vous le voulez. Karine, tu nous présentes le cas du coup? Oui, Aujourd'hui, on parle. donc effectivement. Ce cas concerne une cuve, des cuves en acier inoxydable. Hein, je vous ai dit, j'étais dans l'inox. Donc là, on va parler de trois cuves d'un système de nettoyage en place qui sont en inox 304 ou 1.4307 pour ceux qui connaissent. Bref, un inox eau-sénitique basique dans lequel on a des eaux de rinçage et une solution de nettoyage qui, au bout de 6 mois, eh bien, la cuve présente une fuite qui apparaît au niveau du fond de cuve. Et ce fond de cuve, donc vous apercevez la fuite, elle est matérialisée dans le rond rouge. Hein. Cette fuite, elle apparaît en pleine tôle. Alors en pleine tôle, pourquoi malgré le fait que l'on aperçoit qu'il y a un assemblage entre la virole et le fond de cuve, donc il y a un cordon de soudure là qui est dans cette zone-là, mais la fuite, elle apparaît véritablement en pleine tôle. Donc, on peut se poser la question en se disant, ben oui, on est à proximité d'un cordon de soudure, donc c'est le cordon de soudure qui va poser problème. Donc, le but du jeu, dans ce type d'expertise, est de découvrir et de chercher l'origine du problème. Donc, pour rappel, l'inoxydabilité d'un inox austénitique, en fait, comme il contient du fer, du carbone, du chrome, et en l'occurrence celui-là du nickel, le chrome va réagir avec l'oxygène pour faire une couche de protection qu'on va appeler la couche passive. Dans le cas d'une fuite, bien, il est clair que sa résistance à la corrosion a été perturbée localement et que cette couche passive, eh bien, elle a été percée. Donc, une fois qu'on a vu la fuite en extérieur, on va regarder en intérieur. Donc, en intérieur, dans cette zone de fuite, eh bien, vous avez donc la photo de gauche là qui présente les anomalies
avant nettoyage, donc telles qu'on les découvre dans la cuve. Donc déjà la cuve, vous apercevez qu'elle a en intérieur un beau polissage, que le cordon de soudure, il est relativement lisse. Hein. Alors bien sûr, il y a quelques vagues, mais c'est quand même, il a été repris au moment de la fabrication. Et donc ces anomalies, ben, en dehors de celle qui est tout à gauche, vous avez qui s'écoule du cordon de soudure, vous avez l'autre qui est complètement indépendant du cordon de soudure. Donc, ce qui veut dire que même si on a un cordon de soudure, eh bien, c'est pas pour une fois le soudeur qui est responsable de ça, puisque l'anomalie en corde droite n'a pas de lien avec ce cordon. Donc, dans le cadre des expertises et de la compréhension du problème, il va falloir regarder un petit peu, s'attacher, alors bien sûr à l'historique de fabrication de la cuve, à l'historique d'utilisation, mais surtout regarder l'environnement intérieur et d'essayer de chercher d'où viennent ces altérations. Donc, si vous avez sur la photo de droite le même cliché, hein, avec j'ai nettoyé la zone et donc vous apercevez que ben, sous les résidus de corrosion, en fait, on a des petites cavités et ces cavités, ben, elles vont à un moment donné et donc ici, au bout de 6 mois, perforer la cuve et répandre le produit de nettoyage à l'extérieur, pas par les voies, pas par les canalisations telles qu'on l'avait prévu. Donc, pour étudier cette anomalie, il faut regarder l'environnement. Et quand on lève un petit peu la tête, puisque ben, là, on voit que l'état de surface est, est propre. Hein, les anomalies, donc, comme je vous le disais, se situent en pleine tôle. Vous voyez, on est bien sous la tôle avec la photo de droite. Et quand on lève la tête, on s'aperçoit qu'on a un évent qui est sur le sommet de la cuve. Et cet évent, malheureusement, quand on l'observe de plus près, si Olivia, tu peux changer de diapo. Quand on l'observe de plus près, eh bien cet évent, il est dans un état inacceptable pour une cuve en acier inox dans l'agroalimentaire. Je dirais même, il est hors de question de mettre un acier inox et d'avoir je dirais un assemblage de ce type-là, hein, quel qu'il soit du reste. Donc là, ce piquage, ce trou des vents, il a été, vous voyez qu'il a été soudé. Donc l'échauffement du soudage a créé une oxydation localisée sur toute la zone. Vous avez même des petites du relief, donc que l'on appelle du rochage. Et puis, si vous regardez sur la partie en bas à droite de la photo, vous avez même encore des copeaux de découpe. Donc, vraisemblablement, c'est un trou des vents qui a été fait probablement sur chantier en dernière minute. Il n'avait peut-être pas été prévu au moment de la fabrication. Et auquel cas, eh bien, cette pièce a été faite sur place. Donc finalement, l'aspect rocher, l'oxydation, tout ça, ça a libéré en fait des petites particules d'oxyde de fer qui sont tombées, hein, qui se sont mélangées avec le produit de nettoyage, qui sont tombées dans le fond de cuve et qui ont déclenché les piqûrations de corrosion. Donc forcément, comme on a l'aspect fond de cuve qui est un peu conique, eh bien, on a l'écoulement des résidus de corrosion et puis des piqûres qui sont plus ou moins alignées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'interdit et d'interdit de ne pas, qui n'est pas recommandable sur acier inox. Donc pour ce cas-là, justement, je pense que l'on peut avoir une réflexion et se dire comment faire pour éviter d'avoir sur chantier un cordon de ce type-là, sachant qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour souder, pour inerter éventuellement. Donc, dans ce cas précis, je pense que Clémence va pouvoir éventuellement nous aiguiller sur ce qu'il aurait fallu faire avant d'arriver à ce stade. Et oui, merci Karine. Effectivement, là on voit avec ce piquage qui a été posé. Donc, on a une cuve.
polie, propre, nickel, passivée. Donc, pas d'état de corrosion initiale. Donc, elle a été livrée chez l'utilisateur, hein. Et puis, on peut constater quand même effectivement qu'en voyant l'état du piquage, ça s'est pas fait dans les mêmes conditions de qualité que le reste de la cuve. Donc, on peut effectivement, de manière assez simple, se dire, effectivement, pour cette cuve, il manquait un lievant, elle a été rajoutée sur site. Euh, et malheureusement, la configuration, on voit bien que ça a été fait, disons, pas dans les règles de l'art. La raison pour laquelle on sélectionne un inox, hein, c'est pour sa capacité inoxydable. Et sa particularité aussi de l'inox, c'est quand on le chauffe, on peut le rendre finalement très oxydable. Donc, il y a des précautions à prendre avec l'inox et il est ultra important, même obligatoire, de réduire autour et pourtour de l'azate et du cordon, le taux d'oxygène résiduel que vous avez euh, dans cette zone pour que il n'y ait pas d'interaction. Ici, on voit donc le piquage a été fait en partie haute de la cuve. Il n'a pas été inerté correctement. L'inox a été chauffé en présence d'oxygène. Donc, on a du ferrochrome, d'oxyde de ferrochrome qui a été créé par cette réaction chimique. Et on a donc du rochage et une oxydation. Cette oxydation, au-delà d'avoir un piquage qui est moche, que même je pourrais, moi j'appelle ça, il est pourri en fait. On a pourri le piquage. Ok, donc ça il est moche, on est d'accord. Le problème, c'est quand on a une oxydation à un endroit du réseau, on peut le reporter ailleurs. Donc, l'idée, c'est de faire un projet vraiment global avec une interrogation globale d'apport de l'inertage, puisque là, on voit que ces oxydes de fer sont tombés au fond de la cuve, se sont posés sur l'inox qui était poli, donc qui avait sa membrane passivée de protection inoxydable. Et malgré ça, le fait qu'on ait un oxyde de fer qui est posé dessus, il y a contamination. Et l'oxyde de fer va manger tout doucement cette protection passivée d'inox pour aller le manger de l'intérieur et pour le perforer. Si vous avez en plus un environnement qui est corrosif, parce qu'il y a il y a des fluides qui passent qui sont soit chauds, soit avec du chlore ou un environnement salin, ces environnements vont catalyser, donc vont augmenter cette réaction chimique et du coup faire que très vite, on peut transpercer 2 mm de tôle en inox parce qu'on a une première contamination euh, ferritique sur la surface et avec l'environnement qui va actionner toute cette réaction, la réaction tout ça va se transformer très très vite pour perforer. Donc là, c'est ce qu'on voit sur cette tôle qui a été abîmée parce qu'il y a un piquage ailleurs qui a été mal fait, qui est bien moche. Donc, si on regarde l'inertage, pourquoi on le met en place? L'inertage, on va chauffer le cordon euh, et l'inox avec notre torche à souder, avec notre tigre, d'accord? Il est important que l'on couvre toute la zone qui est affectée thermiquement avec un gaz neutre. Donc, on utilise généralement de l'argon ou de l'azote. L'argon et l'azote, peu importe, on s'en fiche en fait de ces gaz-là. Ce qui nous importe, c'est qu'ils nous aident à faire évacuer et à mettre au-delà de la zone thermiquement affectée toutes ces petites molécules de dioxygène. Parce que celles-ci, si elles sont là, alors elles vont se mélanger avec le bain de fusion. Elles adorent la chaleur, donc elles vont faire, ouais, direct, bain de fusion. Elles se mélangent. Et en fonction, plus il y en a, et ben plus ça pourrit votre cordon et ça pourrit votre inox. Donc on trouve du rochage, des porosités ou de la coloration. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez un inox qui est coloré ou avec du rochage? C'est qu'en fait on a ouvert plein de petites portes, plein de petites fenêtres. C'est comme si vous aviez super isolé votre maison, sauf que vous laissez les fenêtres ouvertes. Et c'est exactement le même principe avec l'oxydation de l'inox. C'est que on peut avoir un inox qui est nickel de base, sauf que si on ouvre les fenêtres, eh ben, il y a des courants d'air et le froid y rentre. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de chasser l'oxygène de l'environnement de soudage. Et pour ce faire, du coup, on applique toute une réflexion sur la protection gazeuse en utilisant des systèmes, du matériel pour réduire au plus possible la zone à inerter dans les pourtours de votre cordon, donc en envers et en endroit. Euh, et on fait ça pour éviter donc que les molécules de dioxygène rentrent dans votre cordon. On peut aussi parler de l'hygrométrie, puisque l'hygrométrie, c'est relatif
à l'humidité. L'humidité, c'est H2O. Et H2O, la molécule peut se scinder et faire de l'oxydation et puis apporter d'autres problématiques de fissuration, etc. Donc, euh, au-delà donc de l'inertage et de la protection gazeuse, on peut réfléchir vraiment aux étapes. Ce qui est important, c'est de définir la qualité d'inertage que vous souhaitez en fonction des matériaux, de l'industrie dans laquelle vous êtes. Il y a des industries qui sont plus exigeantes que d'autres, et il y a des matériaux qui sont plus réactifs que d'autres. D'accord? Donc déjà, on fait une analyse. Ok, je suis dans l'agroalimentaire inox. Moi, je vais vouloir travailler mon oxygène résiduel à peu près 100 ppm. 100 ppm, c'est avoir passé le volume d'air qui a 21% à 0,01% d'oxygène résiduel. D'accord? Donc ça, c'est beaucoup. On a enlevé beaucoup de petites molécules de dioxygène là-dedans pour en avoir le moins possible. Pour ça, il faut balayer 8 fois le volume à peu près. Donc, on se doute bien que si on a 1 mètre cube à balayer, il faut envoyer déjà 8 mètres cubes pour se dire, allez, on peut commencer à souder. Donc, l'idée, c'est de vraiment réduire au plus possible le volume à inerter. Et on peut faire ça en utilisant du matériel de chambrage, hein, d'inertage, qui sont dédiés, puisque ces équipements-là, ils ont aussi une résistance à la température. Les matériaux peuvent surgazer à la chaleur et vous voulez pas, par le matériau que vous avez utilisé, envoyer des impuretés aussi dans votre cordon. Ce qui est important, c'est d'utiliser aussi un moniteur d'oxygène résiduel parce que au-delà du clinquant, du briquet, de la clope que vous jetez dans votre tuyauterie, ok, ça s'éteint parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour que ça continue. Mais si vous voulez, ça vous donne pas un niveau d'oxygène. La clope, elle s'éteint à 18%. Voilà. Nous, on n'arrive plus à respirer à 18%. Enfin, chacun a ses niveaux. Et l'inox, il se trouve tout là-bas, tout en bas. Donc c'est important d'avoir une lecture et ça se fait avec un moniteur d'oxygène résiduel. Voilà. Donc vous avez la bonne réflexion, vous avez le bon niveau qualité, vous choisissez des équipements, vous avez un moniteur pour contrôler et au moins le soudeur il peut se dire ok, en envers je suis calé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon moniteur qui dit que c'est bon, je peux souder. Vous avez nettoyé. Là, on voit bien que l'accostage, il est pas terrible, hein. Ça a été coupé à la scie cloche et puis ils ont mis un tuyau dedans et puis ils ont fait, ok, ça a été fait comme ça. Il y a il y a pas mal de choses qui auraient pu être fait beaucoup mieux. Et ici, pour l'approche inertage, alors il existe des parapluies pour les piquages. Donc ça, c'est top. Mais par contre, ces parapluies, donc qui se mettent à l'intérieur du piquage et puis qui couvrent juste la zone du piquage de la cuve, euh, il marche pas top. Donc moi je suis en train de réfléchir à d'autres systèmes, à développer un autre système pour faire ces piquages, donc un parapluie cuve pour ces piquages. En attendant, ce qu'on aurait pu utiliser, qui aurait été efficace et sûr de fonctionner, euh, s'il avait percé avec son cycloche, son TN50 là, une vessie gonflable, il aurait largement pu la mettre dans la cuve. Une vessie gonflable, c'est comme un ballon de baudruche, hein, c'est un gros ballon. On peut le rentrer par un piquage qui est tout petit et le déployer à l'intérieur et le gonfler. L'avantage, c'est qu'on aurait une étanchéité entre la partie haute et la partie basse, et n'aurait plus qu'à inerter que la partie qui est haute et qu'on aurait donc largement réduit. On aurait pu mettre un obturateur gonflable aussi qui ressemble comme à une roue de voiture, quelque chose de plat qu'on aurait pu rentrer. Bon là c'est à étudier mais il semble y avoir un bouchon sur cette config, mais sûrement pas sur celle la réelle. Et puis un moniteur d'oxygène résiduel pour vous dire et pour dire au soudeur allez top départ, c'est bon en envers. Il n'y a plus de molécules de dioxygène qui se baladent. Donc si je vais chauffer, je vais pas créer d'oxyde qui vont être toutes ces petites fenêtres qui vont entamer l'oxydation. Donc ça, c'est les solutions qu'il y a possibles. Chez, chez nous, ce qu'on aime faire chez Francine Hertage, c'est vraiment réfléchir à vos configs. Donc en fait, si vous avez une config et de base, vous savez pas comment mettre en place de manière efficace l'inertage, ou alors vous vous lancez, là j'ai entendu parler il y a pas longtemps, sur un chantier où il y a 100 mètres de ligne, et vous avez Walou pour inerter, et vous allez juste envoyer avec vos bouteilles de gaz au bout d'une tuyauterie, en espérant que l'inertage va être correct dans votre tuyauterie, euh, vous allez faire... donc je dirais même les soudeurs, s'il y en a qui sont là et qui m'écoutent,
Vous dites, patron, moi, il me faut le reste de mon taf, quoi. Je peux pas venir avec un poste à souder sans électricité. Donc, je peux pas souder de l'inox sans système d'inertage ou système de contrôle. Donc, venez équiper pour pas qu'on vous dise ensuite, ah bah, ouais, bah, le soudeur, il a pas fait correctement son boulot. Euh, on ne peut pas souder de l'inox si on n'inerte pas. Sinon, on bousille complètement la particularité, de l'inox qui a été sélectionné pour ça, pour sa capacité inoxydable. Donc, chez France Inertage, on aime bien remonter nouveaux configs, on va les étudier, on regarde ça ensemble. On peut vous donner des recommandations techniques, aussi des préconisations sur les équipements. Et puis ce qu'on aime faire, donc c'est des études de besoin, conception sur mesure. Et n'hésitez pas, si aussi des chargés d'affaires sont là, si vous êtes en train de chiffrer de l'inox, euh, pensez au budget inertage. Généralement, l'inertage vient tout à la fin quand on est sur le chantier. Et ça peut être très très problématique. Voilà. Et chez France Inertage, on a des produits qui sont standards, des produits qu'on modifie ou du carrément sur mesure. Voilà. Karine, tu veux nous en dire plus sur ton activité à toi? Ben, j'ai évoqué effectivement à travers cette fiche l'expertise. Donc, je dirais, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on peut toujours me demander mon avis. Maintenant, effectivement, s'il y a besoin de soutien métallurgique, on peut regarder comment on peut pratiquer. Et puis, ben, j'invite tout le monde à se poser des questions sur les formations, puisque ben, la formation, c'est aussi du transfert de connaissances, hein, du retour d'expérience que l'on passe. Ces formations, ben, j'en ai un certain nombre sur le site, mais maintenant, je suis à l'aise pour pouvoir orienter, le cas échéant, vers d'autres confrères ou m'associer à d'autres confrères pour compléter, je dirais, la technique métallurgique que je connais. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Pour nous aussi, hein, n'hésitez pas. Il y a Linda aussi qui peut vous répondre. Des configs particulières, des questions, ou même des questions qui possiblement ont rien à voir, ou je sais pas, mais si c'est de l'obturation, de la diffusion de gaz, soudage, bon, le soudage, on est on est en mode village, hein, on se connaît tous plus ou moins, donc n'hésitez pas à poser la question, parce que sinon si je sais pas, bah, je demanderai à Michel, Eric ou Jean-Jacques ou Olivia. Donc faut pas hésiter. Moi, mon souhait vraiment, c'est qu'on puisse que aussi les plus petites boîtes, hein, les TPE, PME, puissent profiter de connaissances euh, qui ne peuvent pas être juste, je dirais, accaparées et gardées par les grands groupes. Moi, c'est de diffuser et à tous et pour tous pour qu'on ait tous les mêmes chances, voilà, de pouvoir accéder à Alors, des marchés. Alors Oui, justement, Clémence, tu as peut-être aperçu les questions sur le chat. j'ai pas vu. Il y en a une qui est posée concernant, je te pose la question parce que moi, mon retour d'expérience, il est sur différents matériaux inox et différents assemblages. Et là, on nous pose la question sur le brasage. Est-ce que tu as déjà eu des actions d'inertage sur du brasage? Non, moi le brasage, moi l'inertage, on m'a demandé du brasage parce que cuivre et cuivre parce que inertage mais en stockage. Donc honnêtement, moi j'ai pas de retour d'expérience où on n'a pas, je sais pas. Je... Alors, normalement, sur le brasage, ce que j'ai répondu, c'est qu'effectivement, c'est le troisième corps qui fond, c'est-à-dire l'apport, c'est l'apport qui est censé faire la liaison métallurgique. Euh, Maintenant, est-ce qu'il y a des problèmes de corrosion de brasage inox? Oui, ils sont de différents types, puisque quand on brase en fait ce troisième corps, eh bien, on va éliminer le surplus. Donc, on peut avoir des problématiques de corrosion si on n'a pas suffisamment éliminé le surplus ou si on a laissé les agents agressifs qui éliminent ce surplus. Voilà. Maintenant, côté inertage, côté oxydation, on pourra dire, en brasage, ben, si c'est du brasage au four, ben, toute la tôle va être oxydée. Donc, les problématiques sur le brasage sont un peu différentes du soudage. Euh, Maintenant, on a posé également la question du soudage par résistance. Alors,
par résistance, en soudage par résistance, la problématique, elle est sur la surface de contact. Le soudage par résistance, en fait, c'est on met deux tôles l'une sur l'autre et avec un système de pression et d'arc électrique, on va souder par point ou à la molette ce type ce type d'assemblage. Donc là, effectivement, on n'est pas tu m'arrêtes peut-être, mais je pense pas qu'on a des possibilités d'inertage en soudage par point ou à la molette. Ah oui, et en même temps, si vous chauffez l'inox, si vous le mettez, On aura des problèmes de voilà, corrosion. donc Tout il à y fait. aura. Donc on crée de l'oxyde de ferrochrome si Oui, oxygène et inox. Donc comme oui, l'inox, on le veut inoxydable, si on ouvre une fenêtre, on a ouvert une fenêtre. tout Donc à fait. voilà, on peut restaurer, donc on peut relever cet oxyde de fer, on peut l'enlever, l'ôter par de la passivation chimique ou ce genre de choses, ou on arrive à décaper. euh, là où est la Mécaniquement. molécule, mais Mm. on ne sait pas à quelle profondeur elle est ancrée, parce qu'en fonction du temps et de la chaleur émise, eh ben, les couches en profondeur vont être plus ou moins atteintes. Mm. Donc il y a tout ça, mais Alors, au-dessus de 380 degrés, il est réactif à l'oxydation. alors là, en soudage par résistance, là où il faut faire attention, en fait, on peut restaurer la couche passive sur les deux faces extérieures de mes deux tôles que j'ai assemblées. Par contre, c'est la jonction entre les deux tôles qui va être difficile à traiter. Et donc, là, on part du principe que il faut minimiser les jeux au maximum entre les deux tôles, hein, pour qu'il y ait un bossage. Quand il y a un bossage, c'est mieux parce que ça limite encore l'entrée d'oxygène. Mais voilà, ça peut être un peu compliqué. Mm. Et encore une fois, les assemblages soudés par résistance, ils ne se mettent pas n'importe où et surtout pas avec des fluides. Souvent, il faut faire très attention dans ces cas. Dans ces cas. Mhm. Et Florian, vous me demandez solution pour inerter des coudes et d'été. Ouh oui! On a plein de choses. On a des systèmes d'inertage qui rentrent dans les tuyauteries. On peut les adapter pour faire différents piquages. Les systèmes, ce sont des systèmes qui sont flexibles. Donc soit le standard va convenir pour un coude en 3D ou pas, et du coup on peut les faire sur mesure. Donc n'hésitez pas à nous envoyer les configs, même un petit croquis sur le bord d'un bureau, on s'en fiche. Vous nous faites un petit dessin sur un post-it. Voilà, on est là, là, je peux rentrer par là. C'est un DN 65. Le piquage que je dois poser, c'est celui-là. Le coude, il est comme ça, etc. Et puis on vous dira la meilleure des configs. Euh, on parle aussi souvent du dernier pour les tuyauteries. Il y a aussi des solutions pour inerter ce dernier cordon. Donc, ne pas inerter ce dernier cordon. C'est Possible. non, C'est non, non, c'est non. pourrir toute l'installation. Mais oui, parce qu'en plus, on va reporter cet oxyde de fer, on va le reporter ailleurs, on va se retrouver à faire un trou ailleurs, on va pas savoir pourquoi, etc. Euh, inox, inertage. Ça va de pair. Il y a pas l'un ne va pas sans l'autre. Le cas de brasage. On est parti sur le brasage. Ouais, L'inox, on est le reparti sur pan. le brasage. Ouais. Donc, alors, je propose pour les questions brasage qu'on les voie éventuellement, qu'on les voie un petit peu à part parce que c'est vraiment une technique particulière. Ouais. Et Thomas, Donc, tu veux inerter un fond au bout d'une tuyauterie. Et ben regarde, si t'as un tuyau de 6 mètres, au bout t'as un fond, ce que tu vas ne pas vouloir faire, c'est inerter tous les 6 mètres de tuyauterie. Donc tu peux utiliser, tiens Olivier, si tu peux nous remonter là sur le SOD qu'on a sur la photo des propositions. Euh, encore. Là. Obturateur gonflable, celui du milieu. Celui du milieu, c'est que c'est comme une roue de voiture, hein. C'est une baudruche gonflable et traversant. Donc on envoie du gaz pour gonfler la vessie et en plus on inerte. Donc on envoie du gaz inerte de l'autre côté et il y a un évent qui nous le ramène pour pouvoir purger et éventer l'oxygène. D'accord? Ça, avec une canne, on le pousse au bout du 6 mètres ou même avant d'accoster, on met côté 6 mètres, on met ça. On fait courir les flexibles dans les 6 mètres. On fait l'accostage. On peut inerter même en pointage, hein. Donc on inerte, on commence à inerter, on pointe. Et après, l'inertage va se faire au bout. Vous allez pouvoir déconnecter côté bouteille quand vous avez terminé. Le système dégonfle, vous tirez sur le tout, ça court dans le 6 mètres et vous avez tout sorti.
et vous n'avez inerté que votre petit tronçon, donc le fond bombé et l'envers de votre chanfrein. Voilà, bien compris. Alors, C'est bien euh, trop. Bravo. peut-on parler, on ne parle que de passivation chimique, oui, effectivement, euh, euh, parce que c'est celle qui donne le meilleur résultat, mais toutes les techniques mécaniques marchent. Après, elles marchent parce que ben, on enlève l'oxyde de fer qui a potentiellement contaminé euh, et on attend la passivation naturelle de l'acier inox. Mais je dirais, c'est en fait le choix entre passivation chimique et passivation mécanique, ben, c'est un autre thème qu'on pourrait aborder Mm. pour une autre session. Mais voilà, c'est possible. Oui, oui. En fait, la mécanique, la passivation mécanique, c'est qu'on enlève, hein, donc on va creuser et enlever les molécules qui sont pourries, alors que la chimique, c'est vraiment faire la chimie. Alors, moi, j'ai pas les termes pour bien, mais en fait, on pose un fluide et ensuite on va créer comme une électrolyse. En fait, on va séparer à nouveau ces molécules, ces atomes qui se sont joints pour extraire bah, les mauvaises et ôter tout ce qui est pas bon à l'intérieur et pour refermer ces fenêtres et puis recréer cette étanchéité qui va se faire à froid hein, sur l'inox. Cette petite membrane qui va la protéger. Passivation sans décapage et inertage, bah disons que si t'inertes pas tu vas être tellement pourri que la passivation va être superficielle, mais t'es C'est- pourri en profondeur. Donc là, il faut enlever de la matière, c'est pas possible. Faut recommencer. En fait, si on n'inerte pas, on va avoir du rochage. Ouais. Et le rochage, donc Clémence l'a très bien expliqué, c'est un ferrochrome, mais ça ressemble à une éponge. Donc ça veut dire qu'il y a des trous dans c'est du métal fondu, mais avec des trous. Et un inox avec des trous, ça ne peut pas marcher, puisque ben, s'il y a des trous, comme le gruyère, hein, la corrosion, elle va suivre les trous dans le gruyère, et on va percer encore plus rapidement. Donc, la passivation, moi je dirais, elle est utile, je dirais, dès l'instant où on a un cordon de soudure qui commence à se colorer. Il ne faut pas aller jusqu'au rochage. Quand il y a un rochage, c'est fini, c'est mort. Il faut affouiller et ressouder. Il y a pas d'autre solution. Si on veut de la qualité, hein, encore une fois. Oui. Et si on est sur de l'agroalimentaire, on peut quand même. Enfin, c'est important de souligner que si on met du rochage ou même des cavités dans un réseau agroalimentaire et qu'il y a du lait ou des aliments qui va Hum, passer là-dessus, ça va rentrer dedans. c'est un nid à microbes incroyable. Ouais, Donc ouais. c'est vraiment pas bon. C'est pas bon, quoi, hein. C'est pas bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci pour les questions en tout cas. Oui, Très merci. interactif, c'est cool de pouvoir échanger avec vous. Euh, sur Inox. Donc, ben, on reste à disposition s'il y a d'autres questions plus précises, plus particulières, eh bien, on n'hésitera pas à vous répondre, à vous donner notre avis. Donc l'inertage évite le décapage. En fait, vous pouvez vous mettre dans une config d'inertage Tip euh, top. tellement optimum il y a pas de passivation, mais il y a pas à brosser votre soudure. Euh, Oui, bon, il y a plein d'étapes, hein. Ça, on pourra en parler aussi de toutes les étapes qui vont vous permettre. Donc, il y a l'inertage, mais il faut blanchir les zones qui vont être thermiquement affectées. Il faut oui, bien dégraisser. Nous, on a un guide pour ça. Si vous voulez avoir de l'inox ultra méga propre, on a un guide sur le soudage titane. Le titane, c'est comme le chirurgien et l'inox, le médecin généraliste en termes d'hygiène. Donc, si vous soudez de l'inox comme en apportant des méthodes d'approche titane, vous allez avoir du super nickel inox. Et le but de l'inox, c'est pas de faire du crade pour enlever le crade superficiel et puis livrer en disant, oh, c'est tout beau. Euh, on peut réaliser ces soudures propres, nickel du premier coup, sans avoir à penser à la passivation ou au décapage mécanique. alors, il y a une autre question qui est intéressante. C'est pas parce que on a une super qualité de gaz en endroit
qu'en envers, tout se passe bien. Donc, moi, ma réponse, elle serait plutôt comme ça. C'est-à-dire que ben, on a un bon gaz en endroit avec pour objectif de gagner en temps de soudage et préparation. Ben oui, mais on n'a rien en envers. Donc après, moi je veux bien, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah bah non, c'est moche si vous protège pas l'envers. Voilà, la je chaleur pense que va pénétrer. Si vous voulez fusionner des métaux, c'est que vous le chauffez. ah Euh, si, il y a un inertage en envers. Hmm. ah mais j'ai pas Bah, suivi. c'est la dernière, là, je pense que c'est le. Ah Oui. oui, bah oui, bien sûr. Hmm. Bah, c'est obligatoire, quand même, bien Oui, sûr. oui, Quand même. Merci, quand même. Ok, canon. super. Bon, écoutez, à la prochaine pour l'épisode 2, saison 1. Oui, Ouais, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Karine aussi, sans doute. Hein? oui. Et À puis, très bientôt alors. ouais, à très bientôt. Et aussi, si vous avez des sujets et vous voulez parler d'autres sujets, avec plaisir, Ah oui, ouais. envoyez-nous tout Donnez-nous ça vos sujets. et puis on va rassembler des petites têtes pour y réfléchir tous ensemble. Voilà. Merci. Bon, bah super. Allez, à bientôt. Merci tout le monde.